et bienvenue à Bienne au musée Omega. On a rendez-vous avec le CEO, Reynald Aeschlimann, qui nous prépare une émission sur le chronométrage des Jeux Olympiques. Cette technologie-là, elle a été inventée il y a plus que 60 ans et ça a été une révolution. J'ai la grande chance de pouvoir t'inviter au Lab Omega. Et voilà, on est arrivé au Lab. Alors il n'y aura pas de contrôle antidopage, mais il paraît que le patron, Alain Zobritz, m'a prévu des expériences incroyables. Vous êtes prêts? On y va. Bonjour Alain. Bonjour Franck, bienvenue chez Omega Timing au laboratoire de chronométrage. Aujourd'hui, tu vas faire l'entière expérience de ce que ça signifie d'être chronométreur officiel des Jeux Olympiques. Nos premiers clients sont les athlètes. Donc, tu vas te mettre dans la peau d'un athlète au départ des 100 mètres, comme si tu étais à la finale des Jeux Olympiques. On va te mettre aussi dans la peau d'un chronométreur, te faire juger une photo finish. Et tu vas aussi pouvoir faire l'expérience d'insérer des graphiques à la télévision. Et ceci te permettra de voir ce qu'on fait en tant que chronométreur aux Olympiques à Paris dans 50 jours. Bon, alors là, vous avez vu, déjà, je ne vous dis pas ce qu'il a fallu négocier pour pouvoir être là. Merci de nous recevoir, Alain. Et merci de mettre des messages. Merci, Alain, de nous recevoir. Hein, c'est important. Tu parles d'un athlète, écoute, 18 de tension, 9 dans chaque bras, le muscle roulant librement sous la peau urinée. Alors, t'es prêt? Alors, je suis prêt. Je me méfie parce qu'avec lui, je me méfie. Mais bon. Alors, vas-y, explique-moi tout d'abord. Ici, on a un déploiement très typique. C'est exactement la même chose qu'on retrouvera en athlétisme à Paris pendant les Jeux Olympiques. Avec un pistolet de départ, une station faux départ, des plots de départ, une ligne d'arrivée, avec le déploiement des technologies qu'il faut pour mesurer d'une manière extrêmement précise l'entièreté de la performance des athlètes. Et tout débute avec le départ. On travaille, non seulement en athlétisme, mais dans plein d'autres sports, très étroitement avec les juges et les officiels des fédérations. Donc le pistolet de départ, il est opéré par un juge officiel. Donc je vais te le donner tout à l'heure pour que tu puisses donner un départ officiel. L'officiel de la fédération est connecté à travers son casque à la centrale de chronométrage ainsi qu'à la télévision. Donc du moment où les deux seront prêts, il y aura deux petites lumières vertes qui s'illuminent et qui voudront dire la course peut démarrer. Et la centrale de chronométrage, elle est à Paris ou elle est en Suisse? Elle sera à Paris, elle est dans les gradins sur la ligne d'arrivée. D'accord. Exactement. Et tous les équipements, tout ça, tout est emmené à Paris? Tout sera emmené à Paris. À Paris, on sera 550 chronométreurs, on déploiera 350 tonnes de matériel afin de fournir tous les résultats de tous les athlètes qui participent dans tous les sports différents. Pour toutes les télés du monde? Pour toutes les télés du monde. Et aux télévisions, aux commentateurs, on fournit les informations aussi aux spectateurs dans le stade, on fournit des graphiques afin qu'on voie et qu'on comprenne les performances des athlètes en regardant la télévision. Donc, on se dit d'être chronométreur officiel, mais on fait beaucoup plus que ça. Du moment où le chronométreur il presse Enter afin de valider les résultats avec l'aide d'un juge officiel, au moment où ce bouton est pressé, les résultats sont distribués instantanément au monde entier, à toutes les audiences. Pour revenir au pistolet de départ. Qui n'est pas le pistolet de James Bond, même si c'est Omega, hein, on peut... Il y a une raison pour ça. Ce pistolet électronique a été introduit en 2010 aux Jeux Olympiques de Vancouver pour la première fois. Deux raisons pour ceci. Si tu prends le 400 mètres en athlétisme, où les athlètes débutent pas au même endroit. Exactement. Exactement. Ils sont dispatchés pour compenser la distance des cercles. Exactement. Donc, celui qui était plus proche du pistolet dans le passé, il entendait le coup de feu le premier plus vite que celui qui était plus éloigné. Et oui, la propagation du son dans l'air, évidemment. Exactement. Et aujourd'hui, avec le pistolet électronique et les petits haut-parleurs installés à l'arrière des plots de départ... Ah, ils ont tout en même temps. Le son est distribué en même temps à tous les athlètes. Même si le mec est à 50 mètres devant. Ouais, exactement. Et il y a une deuxième raison, c'est que c'était un peu plus compliqué de voyager avec des pistolets modifiés à travers les douanes, avec un pistolet électronique. À la douane, ça, il n'y a plus aucun problème. Oui, avec ça, ça va. Il y a un petit bouton ici que tu vas devoir presser avant de donner les commandes de départ. Du moment où tu presses ce petit bouton-là... Ah, là, j'ai du bleu. Il y a un petit LED bleu
Et tu verras que tu seras connecté à la sono du stade. Je parle au stade. Comme ça, tout le monde entend tes commandes. On va te mettre en scène directement, comme si tu étais dans le Stade de France en donnant le départ aux athlètes du 100 mètres. J'adore. Allez, on le fait tout de suite. C'est génial. Hey. Là, je vais donner un départ. On m'a mis le casque, le pistolet. Donc, là, ça va s'allumer bleu. Allô, allô. Ah oui, ça marche. Bonjour les toquets du tic-tac, je vais donner un départ. Et vous êtes prêts? Attention, à vos marques. Prêts? Oh, il y a un mec qui est tombé là-bas. Non, mais c'est chargé ce truc-là. Je plaisante. Oh, c'est une blague. C'est super. Alain, viens, Alain. Viens, reviens là, c'est bien là. Donc voilà pour le départ. Une fois que la gâchette est pressée, le chrono compte. Ouais. Et la course est lancée. Et comment ça se passe pour les faux départs alors? Le faux départ est un élément crucial en athlétisme. S'il devait y avoir un faux départ, l'athlète en question serait disqualifié immédiatement. Donc c'est extrêmement important d'avoir des technologies de pointe qui sont capables de mesurer d'une manière très précise ces temps de réaction. Alors, il y a deux sortes de faux départs. Il y a un faux départ technique qui n'est pas détecté par le plot de départ lui-même, c'est-à-dire que si un athlète il bouge avec ses épaules dans sa position de départ, et là il recommence. Par contre, le règlement dit que si l'athlète réagit plus rapidement qu'1 dixième après le pistolet, c'est considéré comme faux départ et l'athlète serait disqualifié immédiatement. Parce que 1 dixième, c'est physiquement impossible. Exactement. Les meilleurs, ils vont réagir en temps de réaction de 125 millisecondes après le... 1,2 dixième donc. Ouais, c'est génial. Très rapide, ces athlètes, ils s'entraînent spécialement pour ça. Les départs, c'est un élément fondamental pour les courses d'athlétisme. Le temps de réaction n'est pas décisif sur le résultat final, mais il est extrêmement important. D'accord. Donc, voilà un plot de départ. On voit l'eau-parleur à l'arrière. Tu vas te mettre tout à l'heure dans les plots de départ. Ah, parce que tu veux que je cours. Il faut faire l'expérience. Il ne faut pas oublier, les athlètes sont nos clients principaux. C'est les athlètes qui s'entraînent l'entièreté de leur vie pour aller aux Jeux Olympiques. On se doit de leur fournir les meilleures technologies pour qu'ils puissent performer aux Jeux Olympiques. Donc on peut dire que tout ce que vous inventez, c'est au service évidemment des JO, du chronométrage, mais surtout au service des athlètes. Principalement aux athlètes. Ce plot de départ en athlétisme, avant de te mettre dans les plots, tu pourras adapter la position des cale-pieds selon tes préférences, dans la position du plot de départ et dans leur inclinaison. On a un petit capteur de pression ici à l'arrière qui mesure 2000 fois par seconde ta force horizontale permanente, ce qui nous permet de détecter quand tu auras réagi. Donc du moment où tu mets de la pression sur le plot de départ, on saura que tu auras réagi au son du pistolet qui sort ici, à l'arrière des haut-parleurs. Les athlètes professionnels, ils presseront avec une force d'environ 280 kg au moment du départ. Donc on peut dire que ces starting blocks sont comme toutes les personnes qui travaillent chez Omega, ils résistent à la pression. Évidemment. Il fallait bien que je fasse un petit jeu de mots. Et ils mesurent d'une manière très précise, avec beaucoup de passion, la performance des athlètes. Ah bah ça, je vois, tous les gens que je rencontre depuis qu'on est là, ce ne sont que des passionnés. Combien de personnes qui est au timing? Environ 400 personnes. Des ingénieurs qui travaillent dans notre département de recherche et développement et des chronométreurs aussi attribués sous nos compétitions où on fournit des services tout au long de l'année. On a des solutions pour passer 100 différents sports et on fournit nos services sur environ 500 sports différents. Il n'y a pas que les JO en plus. Absolument, donc c'est 500 événements par année. Et au niveau de la recherche et du développement, il y a des choses que vous développez pour les JO et qu'après vous déployez sur des Coupes du Monde, sur des championnats du monde, etc. On développe pour le sport de manière générale. L'objectif, c'est que les technologies développées puissent être déployées sur plein de compétitions différentes avec une innovation constante. Mais vous faites aussi des jeux d'hiver. Une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a des techniques que vous développez pour les jeux d'été et qui vous servent sur les jeux d'hiver et inversement? Absolument. Donc il y a des technologies qui sont très similaires. Et pour les Paralympiques, vous adaptez des choses? Les athlètes qui participent aux Paralympiques ont accès aux mêmes technologies qu'aux Jeux Olympiques. Maintenant, il y a certaines différences qui sont liées aux handicaps des athlètes qui participent aux Paralympiques. Typiquement, en natation ou en athlétisme, les athlètes sourds n'entendraient pas
le pistolet de départ. Donc il y a des petits flashs qui sont installés à côté du plot de départ dans l'angle visuel des athlètes qui s'illuminera au moment du départ et ce qui leur permettra de... Donc vous adaptez en fonction des handicaps les systèmes de départ. Un autre exemple extrêmement passionnant, c'est au biathlon. Les athlètes aveugles, ils ont un casque et ce casque est lié à un pistolet à laser électronique et plus il vise au centre de la cible, plus le son devient haut. C'est passionnant à voir et c'est très intéressant aussi. Ils corrigent leur tir en fonction du son. Exactement. Il y a préparation officielle. J'enlève la veste. Alors. Bon, allez. Attention. Les doigts positionnés où? Avant ou sur la ligne? Non, avant. Avant. Avant la ligne. Franchement, ce qu'il faut faire pour vous faire plaisir, à vous les toqués du tic-tac, non mais c'est dingo. Allez, on y va. On your marks. Set. Même Carl Lewis, il fait pas aussi bien. Il est mort de rire. On va analyser la performance maintenant. Franchement, me faire un truc comme ça à moi, le super senior. Alors, en cas de faux départ, ouais. L'athlète qui se ferait disqualifier, ils ne sont pas toujours très contents. Bah non, parce qu'il perd 4 ans d'entraînement. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des preuves. Ce petit capteur qui mesure la pression 2000 fois par seconde nous permet de produire une courbe de pression. Le 0 ici, c'est le start. Et tu vois ici, au moment où tu as commencé à réagir, on a identifié ce point-là comme ton temps de réaction. Il est environ à une demi-seconde. Une demi? Oui. Ah, c'est pas si mal. Et ici, tu as une pression de 186 newtons, donc environ 18 kg et demi. Moi, j'ai 18 kg et il faut 200 kg. Exactement. Mais ça veut dire que les mecs, ils se projettent, quoi. C'est comme des ressorts. On a parlé du plot de départ, on a parlé du pistolet. On mesure des temps intermédiaires à travers des cellules. On mesure le nombre de tours. Les athlètes courent, on mesure du vent. Il devait y avoir un record et que tu as plus de 2 mètres par seconde le record est pas officiel. Le record ne serait pas officialisé. Par contre, le résultat, il compte. Est-ce qu'il arrive qu'un départ soit retardé parce qu'il y a trop de vent? Non, non. Non, jamais, ils font pas, d'accord. Ensuite, on a des cellules photoélectriques à l'arrivée qui arrêtent le temps tournant à la télévision. C'est cette petite horloge en bas à droite de l'écran, elle s'arrête au moment où ces cellules sont coupées. Et on a les temps officiels qui sont mesurés avec les caméras photo finish. Il peut avoir un petit écart entre ce qui est affiché à la télé et les photos finish? Il peut y avoir un petit millième, un petit centième? C'est possible parce que les cellules photoélectriques peuvent être coupées par un bras. Par un bras. Alors que c'est le torse qui compte. Exactement. Là, hein, on voit bien. Là. Et c'est pour ça qu'en athlétisme, il y a des temps inofficiels et des temps officiels. D'accord, ok. Une autre chose, c'est qu'on a un petit capteur qui est placé dans le dossard de chaque athlète. Très léger. Très léger, oui. 12 grammes. Ce dossard mesure 2000 données par seconde des athlètes. Donc on mesure leur position, leur vitesse, l'accélération, la décélération, le nombre de pas, ce qui nous permet de mesurer où un athlète aura gagné ou perdu du temps. Ça veut dire comparer les performances les uns avec les autres. C'est très utile pour les coachs, pour l'amélioration des gestes techniques. Les athlètes qui ont envie de recevoir ces données peuvent les récolter, les demander après les compétitions. Et c'est très enrichissant parce qu'on peut maintenant comprendre les performances des athlètes d'une manière extrêmement détaillée. Toutes ces données qu'on collecte, elles sont rassemblées dans des logiciels particuliers. Chaque sport est différent. Est-ce que le comité olympique vous donne un cahier des charges général? Et une fois que vous avez fourni les éléments du cahier des charges général, est-ce qu'il y a un mini cahier des charges par sport? Le mandat, de manière générale, constitue à mesurer, traiter, distribuer et afficher les résultats et les performances d'athlètes dans tous les sports olympiques. Donc ça, c'est le cahier des charges immuable. Exactement. D'accord. Maintenant, chaque sport a ses propres spécificités. On mesure des temps, des distances, des points, des hauteurs. Il y a des sports à jugement, des sports d'équipe. Donc, chaque sport est différent et nécessite des équipements particuliers qui sont homologués par les fédérations respectives avec des chronométreurs qui sont spécialisés dans les sports différents. Ça veut dire que quand les JO acceptent un nouveau sport, vous avez un nouveau challenge sur un nouveau sport? On a des solutions pour passer 100 sports différents. Donc, si le CIO décide d'ajouter un nouveau sport dans son programme olympique, il y a de grandes chances qu'on ait déjà une solution quelque part qui est déployée sur des autres compétitions que les Jeux olympiques. Et cette année, il y a des nouveaux sports? Il y a 4 nouveaux sports. Il y a l'escalade, il y a le surf,
qui va se passer à Tahiti. Il y a du breaking et du skateboard. On se réjouit énormément. Maintenant, les solutions qu'on a eues, on a dû les adapter un petit peu pour les rendre parfaites pour être déployées aux Jeux Olympiques. Mais le cœur du système, il existe déjà. Et quelles sont les évolutions techniques entre le Tokyo 2020 et Paris 2024? Parce que forcément, à chaque JO, vous progressez. On a plein d'innovations à Paris. Et alors? On a une nouvelle méthode de comment utiliser, visualiser et partager toutes ces données qu'on mesure à travers ces différents capteurs, comme on l'a vu tout à l'heure en athlétisme. On va pouvoir analyser ces données historiques. Et ils ont chacun leur fiche. S'affichent avec leur temps du passé, leur performance. Donc ces données historiques vont pouvoir être mises en contexte, comparées entre les athlètes. Oh, génial. Ensuite, on a toutes les données de performance en temps réel, où on va pouvoir mesurer l'entièreté de la performance de chaque athlète, le nombre de pas, leur temps de réaction, leur vitesse. Ils sont modélisés en 3D, les athlètes? Dans certains sports, ils sont modélisés en 3D. Waouh. Une autre innovation à Paris, c'est une nouvelle caméra photo finish. 10 000 images par seconde à Tokyo. Hein. Et on sera à 40 000 images Vous avez à multiplié Paris. par 4 la performance de la photo finish. Ah bah là, on voit toutes les villes où vous avez eu les JO. Depuis 1932 à Los Angeles, à Paris, en 2024, 92 ans après. Ce n'est pas par chauvinisme, mais peut-être que ceux de Paris seront les meilleurs. On l'espère bien, on vous le souhaite. Donc là, on arrive au laboratoire de chronométrage. Exactement. Alors attention, là, ça plaisante plus. Bon, alors là, on arrive évidemment sur la photo finish. Alors explique-moi comment ça marche. Du moment où les athlètes passent la ligne d'arrivée, on génère une photo finish. Le jugement de la photo finish est un métier très particulier de chronométreur, très très important parce que c'est le seul moyen afin de donner les résultats officiels des athlètes. Pour ce faire, on travaille toujours très étroitement avec les juges. Donc on va te mettre en situation, tu vas pouvoir prendre la place d'un chronométreur et faire tes preuves si potentiellement tu pourras avoir une deuxième carrière en tant que chronométreur aux Jeux Olympiques, le juge. peut-être une fois. Donc je te prie de prendre place je m'assois. et Pascal va t'expliquer comment ça fonctionne. Avec la souris, il faut aller cliquer sur le torse de l'athlète. Voilà, ça y est, je l'ai. Et là, on a le gros plan. Zoom qui vient. Et maintenant, on a positionné très précisément le curseur en utilisant les touches du clavier pour bouger pixel par pixel. Mais là, par exemple, tu vois, il y a l'épaule qui est devant, donc je ne vois pas son torse. Est-ce qu'il faut que j'imagine que le torse est plus par là? C'est plus à droite. C'est le haut de l'épaule qui compte, là? C'est le creux de l'épaule. On va plutôt prendre celui-là. C'est à peu près là, quoi. Plus à droite. Voilà, là. Ah ouais, donc c'est très précis, la 13-14. Et puis là, maintenant, il faut dire quel athlète c'est. Donc là, on voit avec son numéro de dossard. Puis après, il faut valider en cliquant sur OK. Dès qu'on presse ce bouton, les résultats partent dans le monde entier. Mais c'est vachement précis, c'est dingo. Hein. Et alors là, moi, et ma photo finish, elle est où? Tu as vu comment ça fonctionne? En moyenne, on met entre 3 et 5 secondes par athlète. Pour déterminer, le point de Maintenant, tu te rends compte, on est au 100 mètres. Tout le monde attend les résultats des athlètes. Du moment où tu presses Enter, le résultat est distribué, tu ne peux plus faire retour. Il y en a un qui appuie sur Enter ou il y a un autre qui... Ils sont deux à juger? Le chronométreur travaillera toujours avec le juge. Et du moment où le juge dit c'est OK, il envoie. Le chronométreur pressera OK et le résultat est distribué immédiatement. Et là, tu vois ta photo finish. Je vois surtout que moi, le torse... Ça a l'air très... Le torse, il est plutôt vers le bas. Ça reste très athlétique. Ça reste très athlétique. Félicitations. Hein. Le ridicule ne tue plus, mais il peut encore blesser gravement. Là, je vois un truc, un robot, un bonhomme, avec des petits points, on a l'impression que c'est des capteurs. Alors, une autre innovation pour Paris seront les mesures biomécaniques des athlètes dans différents sports à l'aide de caméras et d'intelligence artificielle. On va pouvoir mesurer en beach volley les mouvements des athlètes, suivre la balle, comprendre les mouvements tactiques et pourquoi un point aura été marqué ou pas. Et voir comment ils se matchent et tout. Voir comment ils se matchent, voir comment ils font des passes. En natation, on va pouvoir suivre les athlètes aussi avec des caméras afin de mesurer leur vitesse instantanée, leur accélération, leur décélération, le nombre de brasses. Sous l'eau? Non, elles seront au-dessus de l'eau. Au-dessus de l'eau, sous le toit. On aura des analyses particulières en gymnastique, en tennis. Pour la toute première fois, on va pouvoir mesurer un temps de réaction d'un joueur après le service et corrélater cette information avec la qualité de leur retour. Et je crois que pour le saut à la perche, ça donne aussi ce nouveau 3D, la marge de progression, ou en tout cas ce que la barre qu'aurait pu franchir l'athlète. Exactement. Et un autre exemple au plongeon qu'on va voir tout à l'heure, ce qu'on peut faire. Oui, parce que après nous, on a piscine. Donc voilà.
Ah, donc ça, c'est très intéressant. Là, expérience live. J'ai couru et maintenant, je suis biomécanique. Je bouge et mon bonhomme bouge. Mais tu n'as même pas besoin de poser des capteurs. Ça veut dire que c'est des caméras qui captent. T'as vu? Il n'y a que moi qui l'ai fait, ça, ici. Bon, maintenant, vous avez compris comment marchaient les capteurs. Et là, Alain, tu vas nous expliquer, parce que je vois touchpad et je vois quelqu'un qui grimpe. Là, tu vas faire plaisir à mon fils, parce que mon fils est un fanat d'escalade. Donc là, on est au fameux deuxième sport où le sportif arrête le chrono. Exactement. On a développé un petit touchpad qui est placé tout en haut du mur d'escalade et ça fait de l'escalade le deuxième sport après la natation où les athlètes peuvent arrêter leur temps eux-mêmes. Donc là, tu as fait la bonne transition. Maintenant, on va à la piscine. On va à la piscine. Allez. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans ta piscine. Hein? Non, mais tu as de la chance, parce que si on avait, on t'aurait fait tester le plot de départ de natation. Compte là-dessus, compte là-dessus. Déjà que tu m'as eu là au sprint là-bas. Alors le fameux touchpad où les mecs arrivent et touchent là. Quelle est la pression nécessaire pour déclencher? Entre 1,5 kg et 2,5 kg de pression, c'est très léger, mais cette pression est nécessaire afin d'éviter que les vagues produites par les nageurs arrêtent le temps. Puissent donner de la pression. Okay. Et là, ils peuvent presser sur la plaque de touche n'importe où. À n'importe quel endroit. Un détecteur là-dessus? Un détecteur aussi, comme en athlétisme. Par contre, on ne mesure pas la pression de l'athlète, on mesure la relâche. Oui, quand la pression est à 0, ça veut dire qu'il est parti. Ça donne le temps de réaction. Okay. Vous avez vu, hein, c'est intéressant, on vous fait vraiment pénétrer au cœur de la technologie Omega sur le rôle du chronométreur officiel aux Jeux Olympiques. Et moi, j'ai un truc que je veux absolument voir, c'est les angles des mecs qui plongent là. J'ai fait un très bon article sur le timing dans les Échos et j'ai vu que vous pouviez maintenant, sur le diving, aider les juges avec des calculs d'angle de rentrée dans l'eau. Grâce aux caméras spéciales et l'intelligence artificielle, on arrive à mesurer l'entièreté de la performance d'un athlète et ça donne des données qui sont extrêmement importantes aussi pour les juges parce que certaines données sont utilisées pour déduire... Pour la notation exactement, pour déduire potentiellement un score d'athlète. Donc là aussi, vous éliminez l'erreur humaine et l'erreur de perception de l'œil. Exactement. Et vous êtes dans l'esprit pur de l'olympisme de l'origine, l'équité absolue. C'est vraiment le Graal. Absolument. Tu peux nous montrer? Volontiers. Ce qu'on voyait tout à l'heure avec ton squelette, on le modélise ici à travers une animation en 3D de la performance. C'est pas moi, il n'a pas de ventre, hein, c'est ça? Oui, je te remercie, c'est sympa. Et là, il y a une donnée qui est extrêmement importante, qui est la distance entre la tête et le plongeoir. Selon le règlement, si cette distance devait être trop courte, il va y avoir une déduction de notes. Auparavant, les juges, ils regardaient la performance des athlètes. Ah oui, ils jugeaient. Et ils jugeaient à l'œil nu. Ouais. Et aujourd'hui, avec cette technologie, on a une distance extrêmement précise entre la tête et le plongeoir. Cette donnée est fournie aux juges et ils vont pouvoir prendre une décision informée. On peut aussi mesurer la vitesse de rotation, les rotations elles-mêmes, afin de reconnaître l'entièreté du mouvement, et les angles au moment de l'entrée dans l'eau. Et c'est des informations que les juges ont en instantané. Certains éléments sont fournis aux juges selon les règlements de la fédération. Est-ce que ce sont des choses qu'ils regardent en cas de litige ou carrément tout le temps? Entre la distance de la tête et le plongeoir, ils l'auront constamment. Bon alors, piscine, athlétisme, biomécanique, est-ce qu'il y a des choses que vous faites qui n'ont rien à voir avec le chronométrage, mais dont vous êtes les responsables? Un autre élément extrêmement important, c'est de montrer toutes ces données aux téléspectateurs. Et pour ça, on a des systèmes très particuliers qu'on fournit comme service aux différentes télés. Donc vous devenez chronométreur et producteur d'informations? Exactement. Tu me montres? Je t'en prie. Ah oui, c'est là, évidemment. En 1962, une fois de plus, Omega a été pionnier avec l'introduction de l'Omégascope que Reynald t'a montré tout à l'heure. Reynald m'en a parlé, oui, évidemment. Et cet Omégascope a permis à Omega, pour la toute première fois en 1962, d'afficher des données à la télévision. En 1964, aux Jeux Olympiques, ces technologies ont été implémentées et ont fait des Jeux Olympiques les premiers qui ont été télévisés dans le monde entier. Et maintenant, 60 ans après, on déploie des nouvelles technologies pour fournir ces graphiques aux téléspectateurs. On a des tout nouveaux appareils, 180 appareils qui sont déployés dans tous les sports différents. On est capable de produire en 8K, on va produire en 4K par contre à Paris. On peut produire en 7 caractères de langues différents. Donc on peut fournir des graphiques en japonais, en coréen, en chinois, en arabe, en russe, en français, évidemment aussi, en simultané. En fait, vous êtes tellement
soucieux de la précision de votre chronométrage que vous n'avez laissé à personne le soin de transmettre les informations. C'est extrêmement important pour nous d'avoir un contrôle du début à la fin. Et afin de garder un contrôle maximum, on produit aussi des câbles nous-mêmes. Ah, c'est vos câbles! Ah oui, donc vraiment, rien n'est laissé au hasard. Alors là, attention, je deviens producteur des résultats. Tadam! Donc notre opérateur, il sera en contact permanent avec le directeur de télé. Et le directeur de télé lui dira quand insérer quel graphique. Donc maintenant ici, typiquement, tu as le logiciel de commande de télévision, avec ici une simulation de comment on injecte des graphiques, avec une prévue et le live. Ouais, les câbles. C'est un peu comme notre régie, à nous. Hein. On est un peu sur une régie télé. Très similaire. Donc là, je vais sur Start, par exemple, Start List. Exactement. À la prévue, tu pourras contrôler si ton graphique il est complet. Tu represses une autre fois. Donc je represse. Et là, tu es en temps réel. Et là, donc je produis le live. Donc exactement. Là, c'est envoyé. Et tu auras sur ta prévue la prochaine page. Ah oui, donc vous allez vraiment de A jusqu'à Z. Du chronométrage de l'athlète jusqu'à la diffusion de son nom et de son temps dans les télés. Correct. Et ce qui est passionnant dans tout ça, c'est du moment où on mesure la donnée jusqu'à l'affichage, l'entièreté de la chaîne prend moins d'un dixième de seconde. Alors là, vraiment, Alain, tu nous as fait un 360 sur tout ce qui est olympique, mais pas question qu'on s'arrête là, parce que j'ai une dernière question. Et qui dit dernière question dit dernier tour, qui dit dernier tour dit... La cloche du dernier tour. Le mur des cloches. On va au mur des cloches. Alors là, évidemment, on va arriver au mur des cloches. Chose extrêmement importante, puisque quand je suis arrivé, j'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est les cloches de dernier tour. Elles sont utilisées dans tous les sports où les athlètes courent en boucle. Ouais. Et elles sont ici pour indiquer le dernier tour aux athlètes et aux spectateurs dans le stade. Ça, c'est Paris 2024. Ça, c'est celle de Paris 2024. Donc, je vais t'indiquer, pas le dernier tour, mais... Dernière question. Qu'est-ce que tu nous prépares pour les autres futurs Jeux Olympiques? Mais ça ne va pas être la dernière question, parce que j'espère que dans 4 ans, tu reviendras ici pour me reposer cette question afin que je puisse te dévoiler des innovations. Parce que c'est secret, tu veux rien te dire. C'est exactement ça. Bon, voilà. Ainsi se termine l'émission sur Omega Timing. Le chronométrage des Jeux Olympiques, grâce à Alain, n'a plus aucun secret pour vous. Bon, un petit jeu de mots, évidemment, avant de finir l'émission. Le mur des cloches, c'est le mur du son. Ah, pas mal, non? Et les cloches, elles sont fabriquées dans le coin? Elles sont fabriquées dans le village voisin. C'est des cloches qui datent de l'âge de bronze. C'est un témoignage pour notre passé. Ce serait relativement simple de la remplacer par quelque chose d'électronique. Mais on garde ces cloches traditionnelles dans le cadre de notre déploiement de manière générale en tant que chronométreur officiel, avec un petit clin d'œil sur notre passé. Bon, comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Moi, je décerne à Alain la médaille d'or du guide pour tout ce qui est chronométrage olympique. Et puis, on va dire quoi? Merci beaucoup et à tout à l'heure. Et à tout à l'heure. Ah bah toi, t'es abonné à ma chaîne, c'est bien.